Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous présenter la nouvelle version Windows 11 22H2, donc la version de 2022 de Windows 11. Je vous rappelle que depuis l'année dernière, Microsoft a décidé de faire des livraisons de Windows chaque année, au lieu de 2 fois par an, et donc la version 22H2 c'est la version de 2022, 22-2022 H2 pour second semestre de 2022. Ici, cette version que je vous présente, c'est une version Insider Release Candidate, ce qui veut dire qu'on est en juin 2022 et que cette version 22H2 de Windows 11 n'est pas encore disponible au grand public. Même quand elle le sera, n'oubliez pas que ce sont des déploiements qui sont phasés, donc tout le monde ne reçoit pas les nouvelles versions en même temps, de manière à ce que Microsoft puisse récupérer, et des retours en tout cas sur le déploiement, et s'il y a des gros bugs, puisse arrêter le déploiement avant qu'il soit trop tard. Il faut être Insider pour pouvoir essayer et utiliser cette version-ci. Alors, je ne reparle pas du programme Insider, mais vous avez le canal ici, Release, qui est pour tester justement des versions de pré-série, donc on va dire quasiment représentatives de la version finale. C'est le cas de la version que je vais vous montrer aujourd'hui. Et vous avez le canal Dev, qui est le canal qui permet de récupérer des versions en cours de développement. Et dans la version Dev de Windows 11, vous avez en particulier l'explorateur de fichiers qui a maintenant des onglets, mais ça, ce ne sera pas disponible en 2022, donc j'imagine qu'on l'aura pour 2023, ce qui veut dire dans très longtemps. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les différentes fonctionnalités de Windows 11. Vous voyez que j'en ai déjà mis en place. Par exemple, si vous regardez le fond d'écran ici avec la petite icône, bien maintenant on a des fonds d'écran Windows à la une, donc des fonds d'écran Bing qui sont mis à jour tous les jours. Vous avez la petite icône ici en bas à droite, si vous êtes utilisateur de Windows 11, vous voyez que l'icône a changé. Et bien c'est la petite icône maintenant qui indique qu'il ne faut pas vous déranger quand vous êtes occupé. Donc vous voyez des petits changements qui sont esthétiques mais aussi ergonomiques, donc vous allez voir tout ça. Je rappelle pour les gens qui ne sont pas au courant de ce que je présente sur ma chaîne, entre autres je fais des vidéos sur Windows, mais j'ai deux machines principales. La machine sur laquelle je vous présente Windows 11, qui est mon ordinateur portable, tactile, etc. Et je vais vous montrer aussi, grâce à cet écran tactile, qu'il y a des petits raccourcis, avec en particulier 3 doigts, que vous pouvez utiliser, qui sont extrêmement pratiques dans cette nouvelle version de Windows 11. Donc c'est un ordinateur tablette i7 16 Go de RAM, qui fonctionne très très bien sous Windows 11. Et ma deuxième machine, elle est ici, c'est mon PC fixe, sur lequel tourne toujours Windows 10, sur lequel je ne fais pas la migration de Windows 11, et c'est une chose que je dois vous dire avant d'aller dans le détail de cette vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous énumérer les fonctionnalités, je vais vous dire aussi ce que j'en pense, puisque je pense que c'est quand même la plus-value de ma chaîne, de vous expliquer aussi, de vous partager mon point de vue, et de vous expliquer ce que je pense des différentes fonctionnalités de Windows. Et dans cette vidéo, j'ai beaucoup à en dire parce que malheureusement, Windows 11 n'est toujours pas au niveau de Windows 10 en termes d'ergonomie, et donc ne deviendra toujours pas mon système d'exploitation principal. Je l'utilise tous les jours, puisque je l'utilise sur cette machine-ci, qui est une machine que j'utilise tous les jours. Cependant, je ne l'utilise pas à des fins de production, on va dire, puisque cette machine-ci est ma machine, on va dire, principale pour produire des vidéos que j'utilise vraiment intensivement, et elle reste sous Windows 10. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer en quoi il s'est amélioré, puisque mine de rien, il est beaucoup plus intéressant à utiliser maintenant, en particulier son menu démarrer, mais il est toujours pas au point, en tout cas je pense, par rapport à Windows 10. Voilà, donc cette vidéo, c'est une vidéo qui va durer une bonne grosse demi-heure, je pense, parce qu'il y a quand même énormément de nouveautés à vous montrer. Donc j'espère qu'elle va vous intéresser, et puis maintenant on va plonger dans le détail, et je vais vous montrer exactement en quoi consiste cette mise à jour. Comme vous pouvez le voir ici sur l'écran de mon PC qui tourne sous Windows 10, et comme vous pouvez le voir également sur l'écran de mon ordinateur portable qui lui est sous Windows 11, la version 22H2 de Windows 11 est maintenant disponible. Faites attention, ça reste une version qui est disponible en canal Insider, c'est une pré-version, c'est pas une version finale, même si on peut dire dans la majorité des cas, s'il n'y a pas de gros bugs identifiés, cette version Release Candidate sera probablement la release, puisque c'est l'objectif de la phase Release Candidate. L'inscription au programme Windows Insider est disponible directement dans les paramètres section mise à jour et sécurité. Je vous rappelle que le principe c'est de figer les fonctionnalités d'une version, et donc le principe c'est d'avoir une build minimale, ici ce sera la 22621, qui contient toutes les fonctionnalités. Ça veut pas dire qu'éventuellement une ou deux fonctionnalités vont pas aboutir, peut-être par exemple les onglets dans l'explorateur de fichiers, mais c'est très peu probable. L'objectif de Microsoft c'est de ne pas déstabiliser les versions qui vont être fournies au public et aussi aux intégrateurs. Donc, pour les gens qui n'ont pas peur, vous pouvez l'essayer, mais pour ça, faut être insider. Moi, je vais lancer le téléchargement et l'installation sur mon ordinateur portable. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas une si grosse mise à jour que ça. Donc, vous voyez que ça va être du téléchargement et principalement une mise à jour. Le téléchargement a eu lieu, il a été relativement rapide. Évidemment, ça va dépendre non seulement de votre connexion internet, mais aussi de la qualité de la connexion Wi-Fi de votre machine si elle est sans fil. Moi, dans mon cas de figure, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une mise à jour pour avoir du Wi-Fi 6,
6, même du Wi-Fi 6E sur cet ordinateur portable, donc ça va relativement vite. Et ensuite, bah, il reste la phase d'installation, donc je vais de toute façon brièvement vous filmer les différentes étapes pour vous montrer ce qui se passe. Là je pense que ça va aller jusqu'à 100%, il va y avoir les fameux 2 ou 3 redémarrages pour arriver dans la version 22H2 de Windows 11. N'oubliez pas de faire des sauvegardes avant de lancer l'opération de mise à jour, surtout si en plus vous êtes insider dans ce cas de figure où vous testez du release candidate, voire des options encore plus avancées, où vous testez vraiment des fonctionnalités en cours de développement. Moi j'ai pas besoin, si cette machine tombe en panne, je la réimage et ça va aller très très vite. J'ai pas de données en fait importantes dessus. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant 23h, ça fait je pense presque une heure que la machine travaille à préparer l'installation de Windows 11 22H2. Pourtant, c'est quand même un Dell avec un i7, 16 Go de RAM, donc c'est pas une petite machine. Alors, je l'ai pas branché sur le secteur, donc évidemment, elle est peut-être pas au maximum de ses capacités, mais quand même. Et là, la machine vient à l'instant de me proposer le redémarrage. Donc on va se lancer dans le redémarrage. Et moi en attendant, bah, ça fait 3 vidéos de YouTube que je regarde. Alors j'avais beaucoup de retard sur du contenu, mais donc je meuble avec ça, mais voilà, vous voyez que ça met quand même un certain temps à se mettre à jour. Pourquoi je vous dis que c'est un petit peu long? C'est parce que si vous vous rappelez bien, avec Windows 11 est apparu un nouveau concept. Quand vous avez des mises à jour appliquées sur la machine, Windows 11 vous indique le temps qu'il faudra pour appliquer les mises à jour. Donc en général, il vous dit, il y en a pour environ 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, des détails de ce type-là. Et la plupart du temps, ça consomme pas beaucoup de temps en fait de mettre à jour son Windows 11. Et pour une fois où la mise à jour va consommer un petit peu de temps, où ça serait intéressant de vous expliquer combien de temps ça va prendre de mettre à jour la machine, justement, pour faire la mise à jour Windows 11, vous voyez que là, du coup, Windows ne vous dit pas combien de temps vous allez consommer à faire cette mise à jour. Donc là, vous voyez, c'est le premier démarrage qui a fini, donc première partie, on va dire, de l'installation. Donc la machine redémarre, il va y avoir la deuxième phase d'installation, et normalement, ça va être bon. Par contre, la dernière étape a été franchement rapide, puisque Windows a fait l'essentiel de la mise à jour sans bloquer la machine, donc en tâche de fond, téléchargement et installation. Et la dernière étape, vous le voyez ici, enfin vous allez le voir dans un instant quand je vais avoir la main sur la machine, elle a pris entre 5 et 10 minutes, grand maximum. Donc là-dessus, c'est plutôt agréable, puisque vous avez une machine qui est à nouveau accessible en, on va dire, les moins de 10 minutes, suivant évidemment la puissance de votre machine. Mais moins de 10 minutes, vous êtes prêt à réutiliser la machine. Donc là, je me reconnecte sur la machine. Alors, j'ai la barre des langues qui s'affichait, je ne sais pas pourquoi. Mais je devrais, normalement, pouvoir mettre la main enfin sur Windows 11 22H2. Et puis, vous en parler un petit peu plus. Je voulais vous montrer ici, parce que je le fais concrètement sur une machine existante. Je ne le fais pas sur une VM ou des choses comme ça. Hein. Je mets à jour une vraie machine. Donc, c'est pour vous expliquer quelles sont les étapes de mise à jour de cette machine. Pour que vous compreniez bien le temps que ça prend pour mettre à jour votre machine quand vous la mettrez à jour. Et voilà, donc vous voyez, en gros, une bonne dizaine de minutes après que je vous ai dit que la mise à jour allait s'appliquer, je suis maintenant à nouveau sous Windows 11, et si on regarde le numéro de version, vous allez voir, si je vais au bon endroit, parce qu'évidemment je me suis trompé, voilà, dans Information Système, vous allez voir que j'ai bien un Windows 11 22H2, on le voit ici très précisément, avec la date d'installation d'aujourd'hui. La build en question, c'est la 22621.1. C'est important de bien noter la build technique, parce qu'en fait, c'est cette build technique qui sera soit la candidate à être release, soit il va y avoir une nouvelle build technique qui va être choisie pour Windows 11. Regardez aussi bien le numéro d'Experience Pack. Le numéro d'Experience Pack évolue indifféremment par rapport aux versions de Windows 11. Ce sont des nouveautés introduites par Windows 10, de pouvoir décorréler l'expérience Windows des mises à jour techniques de Windows. On a vu donc les numéros de version de Windows. Vous voyez aussi qu'on peut le faire avec WinVer, donc l'habituel outil WinVer. Vous voyez qu'on a les mêmes informations, donc c'est bien une 22H2. Vous voyez au passage, et je vous montre ça tout de suite maintenant qu'on a cet écran sous les yeux, il y a une différence majeure avec la version précédente de Windows 11, c'est que ce rendu ici est centré sur la fenêtre. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça marchait avant sous Windows 11, mais tout ce bloc-là était en fait calé sur la gauche ici de cette fenêtre, le long du menu, et en fait tout le bloc droite était complètement vide. Et donc ici je suis sur un écran 4K, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace vide, et donc ils ont quand même fait une modification que j'avais souhaité, j'avais même remonté en feedback en fait à Microsoft. Donc ils ont fait une modification, ils ont centré le contenu. Alors pour moi c'est toujours énormément d'espace perdu, quand on est sur un écran 4K et au-delà, si c'est votre cas, si vous êtes sur de l'ultra-wide, du 4K, des choses de ce type-là, vous allez voir que c'est un tas d'espace qui ne sert à rien, Windows 11, c'est dommage, mais bon, au moins c'est à peu près centré, c'est un peu intéressant. Et puis dès qu'on revient en mode fenêtré, comme on est ici, vous voyez que c'est beaucoup moins choquant, étant donné que le contenu est centré, il y a des bordures, certes, mais les bordures sont moins choquantes. Donc, c'est quelque part par ce changement, cette nouveauté,
que j'introduis Windows 11, puisque c'était un changement que j'avais souhaité personnellement, que je trouvais un petit peu gênant visuellement, esthétiquement, et donc c'est plutôt pas mal que ce soit traité. Alors, j'ai été accueilli directement dans Windows 11 par cet écran d'astuces, qui est l'écran habituel de Windows, hein, quand il y a, en général en tout cas, dernièrement, quand il y a des nouvelles versions de Windows, ils essayent de vous mettre en place l'écran d'astuces, qui vous présente quelques petites fonctionnalités de Windows, pour vous expliquer, alors des fois c'est des choses existantes, ou des fois c'est des nouvelles choses, des nouveautés, de la nouvelle version. En particulier ici, vous avez les mouvements tactiles. Je vais vous montrer ça dans un instant, directement sur mon écran tactile donc de mon ordinateur, mais vous avez la possibilité de balayer avec un doigt, 3 doigts, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, ce qui provoque un certain nombre de nouvelles actions. Et vous pouvez aussi ancrer des fenêtres avec de nouvelles manières. Et donc, je vais vous montrer ça, mais je précise que la vidéo, je vais la découper en 3 grosses sections. Vous allez avoir dans un premier temps tous les changements ou améliorations qui ont un lien avec Windows Shell, donc en gros tout ce qui a à voir avec la manipulation de Windows, donc la barre des tâches, le menu démarrer, les manipulations de fenêtres, ces choses-là. Donc ça va être dans la première partie. Dans la deuxième partie, vous aurez la présentation de tout ce qui est paramétrage au sens large, donc les paramètres en soi ici, mais aussi le paramétrage de Windows. Et dans la troisième partie, on verra les améliorations d'applications, donc ce qui tourne autour de Windows 11 mais qui n'est pas directement Windows 11, donc les applications livrées, Edge, les trucs de ce type-là. Donc on commence tout de suite avec l'ergonomie, et l'ergonomie, pour vous montrer donc le changement majeur, vous vous rappelez qu'ici, vous avez Snap Layout. Snap Layout, c'est des manières d'épingler des applications, donc si par exemple je veux faire du 2/3, 1/3, eh bien je choisis ici, je survole le bouton agrandir de ma fenêtre, et ça me demande qu'est-ce que je veux mettre en deuxième partie de l'écran, donc je choisis ici cette deuxième fenêtre, et donc ça me partage très facilement en 2/3, 1/3 mon écran. C'est ultra pratique pour travailler au quotidien, que vous ayez un écran assez classique, mais surtout si vous avez un écran ultra large, c'est des choses plutôt sympas. Et la nouveauté de cette version-ci de Windows 11, vous le voyez, dès que j'attrape une fenêtre, vous avez en haut là, alors forcément je ne peux pas vous le montrer si j'attrape la fenêtre, mais vous avez en haut là, un petit bloc qui apparaît, et si je survole ce bloc, vous voyez que je peux aller directement survoler mes différents layouts et voir le rendu que ça va avoir. Donc ici, vous voyez en temps réel la fenêtre, alors par transparence, hein, mais la fenêtre qui s'affiche. Et donc je peux choisir par exemple ce layout central, je la lâche ici, et choisir par exemple ici à gauche une autre entrée, et vous voyez que je le fais très facilement. Et de la même manière, si je prends cette fenêtre-là, je vais là et je peux la déplacer à droite très facilement. Donc il y a la possibilité de le faire avec des flèches, Windows et des flèches, il y a la possibilité de le faire avec le menu agrandir, et maintenant ce nouveau menu, qui est relativement pratique et qui vous propose en fait le même contenu que le menu agrandir, mais avec une autre manière de naviguer, et surtout cette possibilité très pratique de choisir dans quelle section vous voulez lâcher votre fenêtre. Donc voilà, une nouveauté intéressante, qui n'a pas forcément été demandée par les utilisateurs, mais en tout cas qui marche très très bien. Une petite chose qui a été mise à jour, un point de détail, c'est quand vous modifiez le volume. Alors ici, moi quand je modifie le volume, par défaut, j'ai l'esthétisme Logitech, puisque j'ai un clavier de Logitech et donc ça prend la main. Et d'ailleurs j'aime bien la manière dont le rendu est fait, je trouve que c'est assez intéressant en termes de rendu visuel, c'est visible, c'est pratique. Mais si vous regardez comment ça a été fait côté Microsoft, ici j'augmente le volume, donc vous voyez comment ça se passe, donc le menu est tout petit mais vous voyez quand même qu'il a été remanié, il est un petit peu plus élégant, un petit peu plus sympa. Et de la même manière pour la partie luminosité, vous voyez que ça a été aussi un petit peu modifié, donc on peut comme ça modifier luminosité et volume avec un menu un tout petit peu remanié. En bas ici, dans la zone de notification et des actions rapides, déjà vous pouvez voir qu'il y a une petite icône qui indique clairement la sélection de sortie audio. Alors ça existait déjà, mais je crois qu'il y avait juste la petite flèche, il n'y avait pas le petit icône à côté. Si vous cliquez ici, vous pouvez changer comme ça votre sortie audio et choisir le périphérique de sortie de votre choix. Ça fonctionne bien, vous avez ici le bouton pour changer d'autres paramètres. Par contre, je crois que c'est une action supplémentaire par rapport à Windows 10, et ça c'est franchement désastreux. Vous pouvez, avec la molette de la souris, quand vous survolez ici la zone volume, vous pouvez changer le volume, donc directement avec la molette. Alors c'est sympa, mais moi j'aurais bien aimé qu'en survolant ici aussi le petit icône de volume, j'aurais imaginé aussi pouvoir changer le volume directement. Ça me fait un clic de moins à faire, ça aurait été sympa. Et logiquement, ici c'est pas le cas, enfin je peux pas le faire puisque j'ai un écran externe et donc je peux pas changer la luminosité, mais si vous avez l'ordinateur portable directement sur son écran intégré, vous pouvez changer aussi avec la molette la luminosité comme ça directement de la dalle de votre écran. L'autre truc aussi qu'il faut noter, c'est l'icône de recharge. Vous voyez maintenant qu'elle a un petit éclair dessus, au lieu d'une petite prise. Ils ont changé l'icône. Et l'autre truc qui est désastreux aussi par rapport à Windows 10, c'est que si vous cliquez dessus, que ce soit clic gauche ici
ou clic droit ici, vous ne pouvez pas changer le profil d'alimentation. Vous ne pouvez pas passer en performance, en économie d'énergie. Le seul moyen de le faire à ma connaissance, c'est de cliquer sur les paramètres avancés. Vous allez à nouveau dans les paramètres, et là vous allez pouvoir aller ici dans le profil, et vous pourrez changer le profil. Voilà, donc toutes des ergonomies qui sont, je vous le redis, hein, au niveau productivité, qui sont terribles. Quand vous avez un ordinateur portable, moi c'est des choses que je fais au quotidien, ce genre d'utilisation, que je parle ici au sens large, hein, changer de périphérique de sortie, changer mon profil d'économie d'énergie, ou manipuler des raccourcis, des dossiers, des trucs de ce type-là. Et donc, au final, c'est vraiment frustrant tout le temps de tomber sur des choses comme ça, qui ne fonctionnent pas comme ça fonctionnait avant, et qui surtout ne proposent pas d'alternatives cohérentes. Alors, il y a des petites choses quand même qui ont changé, alors je me rappelle pas comment c'était avant, mais il me semble que ici, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous pouviez avoir la liste de vos réseaux, donc c'est toujours le cas, vous pouvez activer, désactiver en haut à droite le Wi-Fi, et ici avoir les autres paramètres, et vous avez maintenant, apparemment, la même chose sur le Bluetooth, donc vous avez la liste des périphériques Bluetooth, leur niveau de batterie, donc c'est sympa pour pouvoir suivre l'évolution de la batterie et anticiper la recharge de vos périphériques, couplé de nouveaux produits, puisqu'ici votre Bluetooth est découvrable en fait par d'autres produits, donc vous pouvez accoupler d'autres produits, et vous pouvez aussi couper le Bluetooth et aller dans les paramètres, revenir en arrière. Si vous basculez en mode avion et que en mode avion vous réactivez le Bluetooth, le Wi-Fi ou les deux, la prochaine fois que vous reviendrez en mode avion, automatiquement Windows 11 se rappellera que même si vous étiez passé en mode avion, vous aviez quand même maintenu activé par exemple la partie Bluetooth, parce que vous avez un clavier Bluetooth, une souris Bluetooth, et donc il réactivera automatiquement le Bluetooth pour vous remettre dans le même état mode avion que vous aviez avant. Alors du coup je sais pas ce que veut dire précisément mode avion, si le mode avion permet, même si vous basculez en mode avion, permet d'activer et le Wi-Fi et le Bluetooth, parce que du coup c'est plus vraiment du mode avion, parce que vous avez quand même pas mal d'émissions radio sur votre ordinateur portable, mais bon, en tout cas, c'est plutôt pratique pour récupérer comme ça des fonctionnalités que vous aviez choisi volontairement d'activer malgré le fait que vous étiez en mode avion. Voilà, donc ce panneau-là, moi je l'aime bien, je le trouve intéressant, c'est juste qu'en fait, il a enlevé quelques fonctionnalités qui étaient super intéressantes, comme le changement rapide de sortie audio ou le changement rapide de profil de batterie, mais sinon, globalement, je trouve ça intéressant la manière dont ils ont fait la refonte de cette zone en bas à droite de la barre des tâches de Windows. À noter aussi, le petit icône ici, micro, c'est pas qu'une icône qui vous indique qu'une application est actuellement en train d'enregistrer avec le microphone. Vous avez la même chose d'ailleurs avec une petite icône caméra quand c'est votre webcam. C'est aussi une icône qui vous permet de couper l'enregistrement audio. Alors je le fais pas ici parce que je suis en train de m'enregistrer, en train de filmer la vidéo, ce serait pas super intelligent, mais si vous êtes par exemple sur Teams, vous pouvez très facilement bloquer l'enregistrement audio, donc c'est quand même assez pratique. Côté maintenant, notification, donc zone de notification, si je clique dessus, on a deux zones. Alors celle-ci vous pouvez la rabattre, c'est la partie du calendrier, et vous avez en haut la zone des notifications. Je vous rappelle hein, que depuis Windows 11, il y a eu une scission entre la partie notification et calendrier, donc les deux fonctionnent maintenant un petit peu ensemble, donc quand on clique sur la date, on a accès aux notifications et au calendrier, à l'agenda, et la partie ici système, quelque part, donc vous cliquez n'importe où et vous avez accès à tous les switches du système. Donc ça c'est une grosse différence par rapport à Windows 10. Différence d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et surtout vous voyez cette petite cloche ici qui est l'option ne pas déranger, donc si j'appuie dessus, ça passe Windows en ne pas déranger, comme dans Windows 10 hein, en fait, sauf que l'icône a changé, au lieu d'avoir la petite lune, vous avez maintenant cette petite cloche avec un petit zzz, là, un petit jeu d'or, qui indique en fait que vous ne voulez pas être perturbé par une notification qui arriverait. Donc les notifications classiques en fait s'afficheront dans la zone de notification, mais ne s'afficheront pas sur votre bureau. Vous aurez en fait ce rendu, c'est-à-dire une nouvelle notification ou N nouvelles notifications, ne pas déranger, et quand vous irez dedans, vous pourrez voir quelles sont en tout cas les notifications qui ont eu lieu pendant que vous avez activé l'option ne pas déranger. Dans la partie agenda, vous avez le mode concentration. Le mode concentration, c'est le mode qui permet de déclencher justement ce mode ne pas déranger. Donc si par exemple pendant les 15 prochaines minutes, vous avez une petite session de travail ou de jeu ou je ne sais trop quoi, et que vous voulez pas être perturbé par différentes notifications, tout ce qui est réseaux sociaux, mails et compagnie, vous lancez concentration. Vous avez automatiquement l'application ici horloge de Microsoft qui se lance avec un compte à rebours de la durée que vous avez demandé, donc ici c'est 15 minutes, évidemment on peut le rétablir en plein écran si on veut le rétablir en plein écran, donc vous voyez ici vous avez bien la partie concentration, et vous avez donc ici la possibilité de terminer la session, et vous voyez qu'on est en mode ne pas déranger. Voilà, donc tout ça est lié, et c'est vraiment sympa de voir qu'il y a une certaine cohérence dans la gestion de Microsoft, autour du ne pas déranger, en tout cas autour des fonctionnalités pour vous rester concentré sur les tâches que vous faites au quotidien. Voilà, donc moi je termine la session, mais vous avez compris je pense le principe.
Le menu démarrer, le gros morceau maintenant de Windows 11, est donc aussi un gros morceau pour cette mise à jour. Alors le menu démarrer, il n'a pas tant changé que ça par rapport à la version précédente de Windows 11. Je vous le redis, c'est toujours, pour moi en tout cas, toujours aussi désastreux en termes d'ergonomie. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'un menu Android, ça va lui plaire, mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'un menu Windows assez étendu, en fait, on va dire en termes de personnalité, en termes de customisation, en termes d'arrangement des applications, on n'y est toujours pas. Hein. Honnêtement, moi je m'en sors pas avec ce menu démarrer, puisque les applications arrêtent pas de bouger, elles n'ont pas de place statique, et donc c'est impossible de savoir où va se trouver votre application à partir du moment où vous en déplacez une autre. Si jamais j'ai le malheur de prendre cette icône et de la mettre ici devant, ça va me décaler toutes mes icônes, et donc j'ai pas la possibilité de dire Word, Excel et PowerPoint sont toujours à cet endroit-là, et surtout vous voyez qu'il y a une notion de ligne, c'est-à-dire que calculatrice ici passe à la ligne, et donc je ne sais jamais où souvent se trouver mes icônes. Alors par contre, il y a quand même du neuf, et ça c'est plutôt sympa. Vous faites un clic droit quelque part où c'est vide sur le menu démarrer, vous faites paramètres du menu démarrer, et vous allez voir les différents réglages. Microsoft vous permet maintenant dans Windows 11 d'avoir soit moins d'éléments épinglés, soit comme avant, donc un partage 50-50, soit plus d'éléments épinglés. Donc si je mets des recommandations ici, prévues par Microsoft, vous voyez que ça tasse quelque part les icônes vers le haut. Si j'en mets moins, par contre, vous voyez que je gagne de l'espace. Ici, je gagne quand même 2 lignes d'icônes. Alors, personnellement, ça ne me satisfait toujours pas, et je comprends pas cette volonté de Microsoft de me nuire dans Windows 11. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est ne pas avoir de recommandations du tout. Je ne comprends pas à quoi ça sert, ce service de recommandation. C'est probablement très utile pour des gens qui n'utilisent pas, on va dire, intensivement des power users, en fait, de leur machine. Mais pour quelqu'un comme moi qui sait exactement où il range ses dossiers, ses fichiers, ses applications, j'ai absolument aucun besoin de cette section-là. Et cette section-là, en fait, elle me mange de l'espace dans mon menu démarrer sans que je puisse rien y faire. Alors, le mal est maintenant moindre, puisque j'ai accès à beaucoup plus de contenu épinglé, donc ça va me permettre de m'étendre un petit peu et d'avoir vraiment les applications dont j'ai besoin, mais pour moi, c'est toujours pas satisfaisant. Pourquoi ? Parce que vous regardez ici, moi ce que j'aurais aimé, c'est avoir par exemple 2 ou 3 niveaux d'applications, pas forcément 4, pas de recommandations, et de pouvoir réduire ici la taille du menu démarrer. Or, le menu démarrer, je ne peux pas l'attraper, il est de taille fixe, contrairement à Windows 10, où on peut le redimensionner pour le mettre suivant ses besoins à sa sauce. Ici, c'est un menu de taille fixe, et donc j'ai aucun moyen de le redimensionner. Donc forcément, j'aurai cet aspect-là, cet esthétisme-là, ce nombre de lignes-là, avec des lignes vides, alors que j'aurais pu, si j'avais pu le redimensionner, le mettre, en tout cas à mon goût, j'aurais pu le régler un peu plus finement. En tout cas, vous avez ce nouveau réglage qui est disponible, et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi affiché les éléments récents, qui peut être maintenant désactivé, donc si vous voulez éviter de faire apparaître les fichiers que vous ouvrez, par exemple, en particulier ici dans les recommandations, vous pouvez le faire disparaître grâce à ce changement-là. Le reste est globalement similaire, je vous ai déjà montré tout ça avec les petits dossiers que vous pouvez faire apparaître ici. Si vous ne connaissez pas l'astuce, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des sections qui vous permettent d'aller plus vite dans les téléchargements, votre dossier personnel, des choses de ce type-là. Donc c'est quand même assez pratique à prendre en main. Vous l'avez peut-être vu pendant que je jouais avec les différentes icônes, mais quand je passe une icône au-dessus d'une autre, l'icône d'en dessous réagit. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez de ce qui va se passer. Et oui, enfin, dans Windows 11 22H2, vous avez la possibilité de faire des dossiers, des répertoires. Donc vous pouvez grouper des applications. Donc ici, je prends une application, comme Excel, je la lâche sur une autre, donc ici un dossier, et vous voyez que ça fait des groupes d'applications, et on peut comme ça créer un dossier. Si j'ouvre le dossier, on peut évidemment nommer ce dossier, donc je peux l'appeler Office. On peut aussi évidemment réorganiser les icônes dans le dossier. Par contre, on ne peut pas faire des dossiers dans des dossiers, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre ensemble PowerPoint et Outlook, vous voyez que les icônes ne réagissent pas. Donc c'est super pratique, ça vous permet enfin de regrouper des applications et de les mettre ensemble, et d'y accéder comme ça aussi de manière très pratique. Alors on peut pas accéder directement à l'application, hein, toujours on y accède via son entrée dans le dossier. Donc on récupère quelque part une fonctionnalité de Windows 10, c'est toujours pas, je trouve, aussi pratique que Windows 10, mais au moins on récupère cette capacité de faire des dossiers. Évidemment, si vous n'êtes pas satisfait de ce dossier, vous pouvez aussi ressortir l'application du dossier, donc vous la mettez à côté, ça la ressort. Vous pouvez pas, je pense pas, supprimer le dossier, en tout cas j'ai pas trouvé de manière rapide de le faire, il faut ressortir les applications une par une du dossier. C'est un peu surprenant, mais bon, si ici vous mettez une dizaine d'applications, j'ai l'impression, en tout cas je ne vois nulle part d'option qui vous permet de supprimer le dossier, donc ça va vous obliger de les supprimer comme ça une par une et de les remettre sur votre menu démarrer. Dans le menu démarrer, sur la section marche arrêt, vous avez maintenant option de connexion, donc si vous appuyez dessus, vous pouvez aller directement dans les paramètres, dans la section appropriée. Alors il se trouve qu'ici,
moi ça m'envoie directement dans les paramètres. Comme en fait si j'avais cliqué ici sur le petit engrenage, je pense que c'est un bug, j'espère en tout cas que ça va être identifié et corrigé, mais normalement ça vous permet comme ça de configurer rapidement. Alors je pense que c'est dans la partie compte options de connexion, cette section-ci, voilà, ça devrait vous emmener normalement, j'imagine, dans cette section-ci, pour vous aider à configurer la connexion, la déconnexion, et tout ce qui est Windows Hello et compagnie, pour la sécurité de votre machine. Un autre truc hyper pratique, c'est que Microsoft a enfin remis le glisser-déposer sur la barre des tâches. Et ça, c'était quelque chose qui manquait sérieusement dans Windows 11. Alors, le glisser-déposer a plusieurs manières d'être utilisé. L'une d'elles, c'est quelque chose que j'utilise moi quotidiennement quand je travaille, et qui m'empêche de passer à Windows 11 parce que c'était vraiment trop pénible. C'est vous prenez un fichier, vous allez sur l'icône de l'application en question, et vous voyez que ça vous ouvre l'application. Vous avez juste à lâcher le fichier sur l'application, et vous avez fait un espèce de copier-coller, juste en utilisant votre souris avec un simple glisser-déposer. Et ça, c'était plus possible dans Windows 11, ça ne marchait plus, et c'est honnêtement incompréhensible, puisque ça vous empêchait facilement, comme ça, de basculer du contenu d'une application à une autre. Donc très gênant. Heureusement maintenant, on peut le refaire, et quelque part, on revient au niveau de Windows 10, donc ça, c'est pas plus mal. Par contre, ça a ses limites. Vous voyez, par exemple, ici, je suis dans le menu démarrer. Si je veux mettre PowerPoint directement dans ma barre des tâches, vous voyez que je ne peux pas. Ici, j'ai un panneau interdit, et je n'ai pas le droit de le faire. C'est quand même hyper dommage, ça veut dire qu'il faut aller cliquer ici sur épingler sur la barre des tâches, et ensuite, vous pouvez prendre cette icône, la déplacer, mais ça oblige à faire cette étape supplémentaire qui est quand même un petit peu embêtante. Par contre, un truc que vous pouvez faire maintenant, si vous vous rendez dans votre Start menu, donc quelque part dans un répertoire qui contient des raccourcis d'application, et qu'ici je prends PowerPoint, je le glisse sur la barre des tâches, vous voyez qu'apparaît une autorisation de le faire, donc j'ai bien un lien qui apparaît, je lâche, et ici j'ai bien PowerPoint qui est apparu. Alors, quelle est la différence entre venir prendre PowerPoint, le mettre ici, et prendre PowerPoint d'ici et le mettre là? Techniquement, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Ergonomiquement, c'est incompréhensible, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment un souci de cohérence et de finition dans Windows 11. Une alternative, si vous voulez épingler une application, alors déjà un truc qui ne marche pas, c'est si vous recherchez l'application, donc vous la trouvez ici, vous pouvez toujours essayer de choper l'application d'une manière ou d'une autre, de la lâcher, ça ne va pas marcher. Vous voyez que Windows 11 a aucune conscience de ce que je suis en train de faire. Ici, je maintiens la souris enfoncée, je lâche sur la barre des tâches, il ne se passe strictement rien, à part me lancer l'application PowerPoint, c'est tout ce qui s'est fait. Sinon, vous pouvez aussi aller, alors du coup, à la main, rechercher l'application, donc vous allez là-dedans, vous cherchez PowerPoint, et là, si vous prenez l'application, ça fonctionne. Voilà, donc ici, vous avez, je pense, avec ce genre de fonctionnalité, le parfait exemple de l'incohérence totale de Windows 11, à vouloir reprendre les choses à la base, à vouloir refaire une nouvelle ergonomie, on se retrouve avec une ergonomie qui est, je trouve, en tout cas, à ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, elle est désastreuse, parce que les gens qui pensent avoir compris quelque chose vont faire des essais, ils vont se retrouver face à des choses qui ne marchent pas, et c'est très embêtant. On va maintenant parler des interactions tactiles. Pour ça, j'ai mon ordinateur portable qui a un écran tactile. Alors ça peut être à la fois sur un ordinateur portable, mais aussi évidemment sur une tablette Windows. C'est moins courant, mais il y a toujours des tablettes qui tournent sous Windows. Je rappelle au passage que Windows est un environnement qui gère plutôt bien le tactile depuis très longtemps. Ça a été prévu depuis Windows 7, Windows 8 d'intégrer des couches tactiles dans Windows. Et sur des ordinateurs portables classiques, on va dire, comme par exemple ceux qui tournent sous macOS, c'est moins évident d'utiliser du tactile, il faut s'orienter plutôt dans un domaine tablette. Ici, Windows est complètement prévu pour une utilisation mixte, tactile ou à la souris, et c'est vrai que moi, souvent, je finis des actions en appuyant sur l'écran, c'est très pratique. Alors vous avez des nouvelles interactions tactiles, l'une d'elles c'est de faire un swipe vers le haut, donc un glisser vers le haut. Alors soit vous prenez sur le milieu ici de la barre des tâches, soit carrément sur le côté gauche de la barre des tâches, puisque je vous rappelle, hein, le menu démarrer, vous pouvez soit le plaquer à gauche, ce qui est le mode, on va dire, historique, soit le mettre au milieu, ce qui est le nouveau mode de Windows, et donc vous avez forcément les icônes qui se mettent soit au milieu, soit à gauche. Et donc ils ont rendu toute la surface de la gauche vers un peu plus du milieu, sensible à se glisser. Donc vous voyez, ici vous avez vos applications, évidemment vous n'appuyez pas dessus, sinon ça va lancer des applications, vous attrapez le menu démarrer, vous pouvez aussi le redescendre comme ça, ou le remonter. Vous pouvez aussi, pour fermer le menu démarrer, évidemment appuyer n'importe où, alors soit sur l'écran, sur une zone libre de l'écran, soit sur une zone libre de la barre des tâches, mais ça c'est exactement comme à la souris, vous pourriez le faire aussi à la souris. Ici on parle bien d'attraper le menu démarrer, vous voyez qu'il suit mon doigt, que ce soit pour l'ouverture ou la fermeture. Et dans le menu démarrer, vous avez aussi des interactions tactiles, vous voyez que par défaut vous avez les épinglés avec toutes les applications qui se trouvent sur la droite, et bien si vous faites un glisser comme ça, vous pouvez obtenir toutes les applications, et si vous glissez dans l'autre sens, vous pouvez revenir
aux épingles et aux recommandations. Donc une navigation toute tactile qui est très pratique. Et si vous faites la même chose maintenant mais du côté droit de l'écran, donc si vous attrapez la zone où il y a la partie Wi-Fi et compagnie, volume, et que vous montez comme ça le menu, vous pouvez attraper la zone d'action rapide, et donc vous pouvez activer, désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, le son, enfin tout ce que vous imaginez qui se trouve dans cette section-là, et régler le volume. De la même manière, hein, comme la barre des tâches, vous pouvez monter le panneau, descendre le panneau, ça marche vraiment de la même manière, et vous avez aussi la partie zone de notification, vous glissez comme ça vers la gauche, et vous le rabattez comme ça vers la droite, si vous voulez remettre la zone de notification cachée. Voilà, donc toutes des interactions tactiles qui sont extrêmement pratiques. Alors je crois qu'il y a aussi des interactions à 3 doigts, je ne sais pas si elles sont nouvelles ou pas, mais si vous attrapez avec 3 doigts le bureau et que vous glissez vers le bas, vous pouvez tout rabattre dans la barre des tâches, et avec 3 doigts vers le haut, vous pouvez remettre les applications précédemment affichées à l'écran. Et ça va même plus loin, si vous faites encore 3 doigts vers le haut, vous voyez qu'on peut atterrir ici à la zone des bureaux, et vous pouvez ensuite naviguer dans les bureaux, toujours avec 3 doigts. C'est une navigation qui est quand même, je trouve, un peu compliquée, mais ça fonctionne si vous avez besoin de naviguer tout au tactile, ou que vous êtes contraint de naviguer tout au tactile, puisque vous êtes sur tablette, eh bien ça peut être intéressant. Vous voyez que le haut de cette fenêtre ici, qui est l'équivalent d'un translucide de Windows Vista, donc Aero, cette transparence a été diminuée. On voit que maintenant on est sur un niveau presque opaque. Le vrai effet de transparence Aero, vous l'avez ici, hein, c'est l'espèce d'effet vert sablé, mais normalement ces sections-là sont un tout petit peu translucides, et apparemment en tout cas, quand elles ont le focus, on le voit, on voit la différence entre quand elles n'ont pas le focus et quand elles l'ont, elle devient un petit peu rosacée à cause du fond d'écran, et bien Microsoft a réduit cet effet pour moins perturber l'utilisateur. Alors voilà, faut le savoir, mais bon, apparemment c'est le cas, et donc je vous montre que c'est effectivement en place. En tout cas, moi je note bien qu'il y a bien cet effet-là qui existe et qui a l'air d'être moins important que sous Windows 11 21H2. Et tout ça nous emmène à la deuxième étape de cette vidéo, que sont les paramètres de Windows 11, et j'utilise justement la transition avec ce fond d'écran pour vous parler quelque chose qui est à cheval un peu entre les deux, donc à la fois des réglages, donc des paramètres de Windows et aussi de l'esthétisme. Cette image-ci, je ne sais pas d'où elle vient, c'est une image qui vient directement de Windows à la une, donc c'est une image qui vient de Bing. Vous avez, quand vous choisissez Windows à la une, sur le bureau, en savoir plus sur l'image, si vous faites un clic droit, vous pouvez dire j'aime cette image, je n'aime pas cette image, donc ça va aider Microsoft à vous proposer des images dans le même thème, ou au contraire de ne plus vous en proposer dans ce thème-là. Vous pouvez demander à passer à l'étape suivante, et vous pouvez aussi ouvrir cette image-ci. Quand vous faites ouvrir, ça ouvre directement Edge, même si Edge, c'est un navigateur que je n'utilise jamais, mais ça ouvre quand même Edge en tant que navigateur internet, et donc normalement ça vous envoie à l'endroit où vous pouvez récupérer cette image, donc probablement en faisant la section image, vous allez retrouver quelque chose de similaire. Normalement ça aurait dû m'afficher l'image, ici c'est pas le cas, donc je sais pas pourquoi ça se comporte comme ça, mais en tout cas vous voyez qu'on est bien sur Bing, on a bien les informations du nom de l'image, normalement on aurait dû pouvoir récupérer l'image en question. Tout ça, ça se configure dans la partie paramètres, et à nouveau, donc il y a des nouveaux réglages dans la partie paramètres. Donc si on va dans personnalisation, qu'on va dans arrière-plan, une des nouveautés, c'est Windows à la une. Donc par défaut, vous avez la possibilité de mettre une image, donc moi en général c'est ce que je fais, c'est le fond d'écran que vous connaissez bien sur ma chaîne, puisque c'est celui que j'utilise tout le temps, mais vous avez la possibilité de mettre Windows à la une, et quand vous mettez Windows à la une, ça choisit pour vous automatiquement un fond d'écran. Alors ça ajoute aussi cette petite icône, et vous voyez que moi j'avais un bug. Cette icône, alors j'espère que ça va être corrigé, mais pour moi elle est buggée. Déjà je peux pas la désactiver, je peux pas l'enlever, alors il y a peut-être un moyen pour la cacher, mais j'ai pas trouvé. Et quand vous changez de type d'écran, ici je suis sur un écran 4K, et avant j'étais sur mon petit écran de l'ordinateur portable, bien cette icône se déplace, et j'ai pas le droit d'aller la déplacer plus loin à droite. Je sais pas pourquoi, mais elle était bloquée. En tout cas, vous voyez que vous avez cette possibilité de maintenant avoir un fond d'écran qui va varier comme ça tous les jours, et qui va vous permettre d'avoir un petit visuel différent sur votre installation Windows 11. Dans la partie compte de Windows 11, vous avez maintenant ici des sections qui sont très spécifiques à Microsoft. En particulier, vous avez votre compte Microsoft, qui va être bien visible. Vous avez votre compte Office. Alors si vous avez un compte Office 365, ce qui n'est pas mon cas, vous aurez même la partie Office 365. Sinon, vous avez les produits Microsoft que vous avez ici. Alors moi, le souci, c'est que effectivement, j'ai bien Office Home Student 2013, mais ça fait très longtemps que je ne l'utilise plus. Vous voyez que j'ai un Office 2019, je crois. Je le rouvre, voilà, c'est un Office 2019. C'est la version d'Office que j'utilise, sauf que Microsoft n'a pas l'air d'être au courant que j'utilise Office 2019,
et il me propose cette version d'Office que je n'utilise plus depuis bien longtemps. Donc il n'est pas encore question là-dedans d'avoir accès à des comptes comme le compte Facebook, le compte Google, des choses comme ça, où vous pouvez très facilement aller manipuler tous les comptes pour les ajouter, les enlever, les réinitialiser, des choses de ce type-là, comme vous avez dans Android, c'est pas le cas ici, mais ça s'appelle quand même compte, mais ça devrait s'appeler compte Microsoft, je pense que ça serait plus clair pour les utilisateurs. Et vous avez la section famille qui existe ici, qui vous permet très facilement d'organiser la gestion de votre famille. Si vous avez au sein de votre famille plusieurs personnes, ces personnes sont équipées de smartphones Android, en particulier avec Microsoft Launcher. Vous pouvez ajouter les personnes ici, vous pouvez les activer comme enfants de la famille par exemple, et leur restreindre certains droits d'installer des applications, de faire des choses sur le téléphone. Vous pouvez aussi mettre des règles autour de la famille. Donc là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas de toute façon les comptes nécessaires pour vous montrer. Au niveau Windows Update et mise à jour, alors si vous êtes dans un pays où c'est possible de le faire, et là ici vous voyez que c'est le cas puisque j'ai une petite feuille verte qui me dit que Windows Update s'engage à réduire les émissions de carbone, eh bien Windows 11 s'associe à des services comme par exemple Electricity Map, qui est une solution open source, je crois, donc pas du tout liée à Microsoft en soi, mais permet d'associer Windows Update à ce type de service pour déterminer si dans votre pays en ce moment vous êtes sur une base bas carbone ou pas, et choisir de lancer les mises à jour au moment où c'est le plus opportun en termes d'énergie. Alors vous voyez qu'en France actuellement, merci le nucléaire, on est très bas carbone, donc si je voulais faire les mises à jour, je pourrais. C'est pas le cas de beaucoup de pays qui n'ont pas fait ces choix-là. Donc du coup ça peut être intéressant pour les gens qui ont une petite, on va dire, cause écologique, même si je suis pas sûr que ça apporte tant que ça à la planète, et que je pense que c'est plus marketing qu'autre chose, mais en tout cas, c'est quand même bien de l'avoir mis en place et de permettre aux gens qui souhaiteraient le faire de le faire. Vous pouvez complètement corréler le déclenchement de vos mises à jour Windows Update avec la consommation d'énergie de votre pays, à partir du moment évidemment où donc ces services en question, il y a deux services, je ne me rappelle plus du nom des deux, mais il y a entre autres Electricity Map, eh bien ces services permettent de le faire dans votre pays. Évidemment, en plus d'associer Windows Update à tout ce qui est émissions de carbone, vous avez dans les options avancées ici plein d'autres possibilités. Donc ça, c'est pas franchement nouveau, mais vous pouvez désactiver Windows Update quand vous êtes sur une connexion limitée, donc une connexion que vous payez, je sais pas, une 4G ou une 5G. Également, vous pouvez limiter les mises à jour à certaines plages horaires, donc ne pas le faire dans certaines autres plages horaires. Peut-être le faire en heure creuse si vous préférez le faire en heure creuse ou quand vous n'utilisez pas la machine. Et aussi vous permettre de vous avertir avant un redémarrage, et de ne pas déclencher le redémarrage, c'est vous qui déclencherez le redémarrage une fois que la machine est prête à faire sa mise à jour. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire et que vous pouvez régler dans Windows Update, c'est beaucoup plus souple que ça a pu l'être par le passé. Alors je pense surtout à Windows 7 ou Windows 8, où c'était vraiment, quand il y a une mise à jour, fallait la faire, et c'était vraiment un peu embêtant. Ici c'est beaucoup plus sympa. J'ai quelques mises à jour, donc je vais lancer l'installation de ces mises à jour-là, rien de bien important. Et on va aller dans la section historique des mises à jour. Dans cette section historique des mises à jour, vous avez évidemment l'accès aux mises à jour de fonctionnalités, aux mises à jour de qualité, donc c'est des canaux de livraison différents de Windows. Vous avez tous les pilotes. Si vous avez une machine qui supporte bien ça, c'est quand même intéressant. Vous voyez que même les firmware, moi, de chez Dell, viennent sur ce canal-là, donc c'est quand même très pratique. Et vous pouvez voir ce nouveau paramètre qui est très intéressant, qui est désinstaller des mises à jour. Alors vous avez aussi un accès rapide à la récupération, ça c'est très pratique. Si vous cassez Windows, vous pouvez en faire une réinstallation partielle ou complète. Mais moi ce que je voulais vous montrer, donc, c'est désinstaller les mises à jour. Vous choisissez cette entrée-là, et ici vous allez pouvoir désinstaller une mise à jour qui aurait été installée, alors forcément postérieurement à l'installation de Windows 11 22H2, puisque pour les versions antérieures, cette fonctionnalité n'était pas supportée. Et donc c'est pour ça que je mets à jour ici Windows 11 pour voir si cette mise à jour cumulative, je peux la désinstaller ou pas. Je lance le redémarrage, vous voyez au passage qu'on peut planifier le redémarrage de la machine, et vous voyez aussi ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien ici l'estimation de temps de redémarrage. En général ça va être moins de 4 minutes, mais bon, Microsoft je pense voit à la hausse le temps de redémarrage. Par contre, quand j'ai fait l'upgrade, quand je suis passé en Windows 22H2, eh bien je n'avais pas cette estimation, donc vous me confirmerez si vous l'avez ou pas, mais moi je l'ai pas vu, et c'est dommage puisque c'est là où ça prend du temps, et c'est là où c'est intéressant de voir la taille de la mise à jour. Pendant que j'applique la mise à jour, regardez bien la petite animation d'attente qu'il y a ici. Vous allez voir dans un instant, la machine redémarre à 30%, normalement, c'est toujours comme ça quand on applique des mises à jour. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit truc qui a changé dans cette version-ci de Windows 11 et qui va ensuite s'appliquer un peu partout et probablement ici aussi. Donc regardez bien ici le petit logo qui tourne. Vous voyez qu'il a changé. Alors normalement ici vous avez le nouveau logo Windows 11, mais ce petit logo qui tourne a changé, et ce petit logo va être généralisé maintenant dans toutes les versions, enfin dans tous les panneaux de Windows 11.
Je finis ma mise à jour et vous voyez qu'il y a le souci de cohérence, c'est-à-dire oui, Microsoft a fait le nécessaire et ils sont en train de changer le thème graphique. Alors je suis désolé si vous n'avez pas bien vu le petit panneau d'attente, c'est juste en fait maintenant c'est un disque complet en fait, c'est plus des petits points. D'ailleurs je trouve ça beaucoup moins élégant, je trouvais ça un petit peu sympa, ça doit dater de Windows 7 je crois cette animation. Enfin bon, en tout cas ils ont décidé de changer la charte graphique mais ils l'ont pas appliqué partout, ils l'ont fait juste sur le panneau de démarrage, donc c'est un petit peu dommage. À nouveau, hein, c'est quand ils font un changement, même aussi mineur que celui-là, ils font pas jusqu'au bout, ils l'appliquent pas partout, c'est un petit peu dommage. Donc suite à la mise à jour, on va maintenant regarder dans toujours le panneau de configuration, enfin les paramètres en tout cas de Windows 11. Donc on va dans Windows Update. Regardez bien les petites animations quand je clique ici. Donc historique de mise à jour, regardez bien la petite animation, vous voyez qu'elle a changé. C'est maintenant la nouvelle animation dont je vous parlais. Et donc on va aller dans l'historique des mises à jour tout en bas, donc ce que je vous ai dit, désinstaller des mises à jour. Et vous voyez que la mise à jour que je viens d'appliquer, elle est ici. Donc si vous vous rappelez ce sur quoi j'ai cliqué, mise à jour de sécurité, et on peut maintenant la désinstaller, ce qui permet en cas de problème, si jamais Microsoft a poussé une mise à jour incorrecte, ou qu'éventuellement vous avez un souci avec cette mise à jour-là, vous pouvez toujours la désinstaller, ce qui est assez intéressant. Alors je pense pas qu'on puisse tout désinstaller, il y aura qu'un certain jeu de mise à jour qu'on peut désinstaller, et à partir d'une certaine date, vous pouvez plus évidemment les désinstaller, mais ça vous permet de revenir dessus et d'éviter des problèmes au cas où. Quelques petits changements aussi au niveau de la gestion écran, donc vous allez dans Système écran, vous allez dans la section graphique ici, et vous allez avoir ici un menu qui vous propose de modifier les paramètres graphiques par défaut. Donc vous cliquez ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les optimisations pour les jeux en fenêtre. En gros, pour augmenter la vitesse de rendu pour les jeux en fenêtre, donc c'est essentiellement souvent des jeux anciens, donc vous pouvez activer ici cette option, et ça va vous permettre d'avoir des jeux fenêtrés qui vont s'exécuter plus rapidement et de réduire la latence, donc c'est particulièrement pratique dans ce type d'activité. Dans graphique, hein, je vous rappelle, c'est là où vous choisissez la manière dont chaque application doit s'exécuter, quelle est sa carte graphique qui l'exécute, et dans écran, vous avez la possibilité de définir si l'écran est en HDR ou en SDR, et des choses de ce type-là. Moi, malheureusement, j'ai pas le matériel nécessaire pour activer du HDR, donc je peux pas vous montrer tout ça. Dans la section applications, vous allez maintenant pouvoir facilement définir quelles sont les applications par défaut, en tout cas plus facilement, puisque quelque part Microsoft avait fait exprès de rendre les choses extrêmement compliquées à régler. Donc je vais vous montrer tout de suite, je vais démarrer Microsoft Edge, et je vais en faire le navigateur par défaut. Et par cet exemple, vous allez encore voir une mauvaise gestion de Windows 11, et aussi une mauvaise pratique quelque part de Microsoft. Donc, comme Edge n'est pas mon navigateur par défaut, je peux dire, mais faire en sorte que Edge soit mon navigateur par défaut. Et si vous voulez faire en sorte que Chrome soit votre navigateur par défaut, Chrome ou un autre, hein, si vous êtes client Firefox ou tout autre navigateur, vous savez que vous pouvez aussi faire en sorte que votre nouveau navigateur soit le navigateur par défaut de votre système d'exploitation. C'est pas vrai sur Windows 11, comme d'ailleurs ça pouvait être le cas aussi sur Windows 10 et les versions précédentes. Il y a toujours certains panneaux qui ne s'afficheront que avec Edge, mais pour la majorité des ouvertures de liens, etc., ça vous permet de le définir par défaut. Donc je vais cliquer sur ce lien, vous allez voir la grosse différence, c'est que là, Chrome me renvoie sur application par défaut, et c'est à moi de me débrouiller pour faire en sorte que Chrome devienne le navigateur par défaut. Donc il faut que j'aille chercher Chrome dans ce champ ici, je rentre dans l'application, par contre vous voyez que, contrairement à la version précédente de Windows 11, qui était terrible en termes d'ergonomie et même en termes de volonté de Microsoft, clairement une volonté de nuire à nouveau, puisque vous étiez obligé d'aller sur chaque extension pour dire bah, je veux que ce soit Chrome le navigateur par défaut pour ouvrir tout ça. Maintenant vous voyez que vous avez quand même une nouvelle entrée en haut, vous faites définir par défaut, et normalement vous devriez voir ici, voilà, tout doucement, Chrome qui devient votre navigateur par défaut. Alors vous voyez qu'il a choisi un certain nombre d'éléments là-dedans, je ne sais pas si Chrome peut ouvrir du PDF, mais en tout cas par défaut, c'est pas Chrome qui ouvrira du PDF, même si vous l'avez choisi par défaut. Mais bon, au moins, il s'active sur une majorité, on va dire, de liens, ce qui est déjà mieux que rien et plus pratique que ça ne l'était avant. Et enfin, un truc qui me plaît beaucoup, qui va pas être utile à tout le monde, mais qui est une option d'accessibilité que j'aime bien, je vais aller chercher une de mes vidéos et puis on va regarder ça ensemble. Voilà une de mes vidéos, vous savez qu'on peut activer les sous-titres sur une vidéo YouTube, mais parce que YouTube fournit des sous-titres, alors qu'ils sont soit automatiques, comme c'est mon cas, soit qui peuvent être faits manuellement. Malheureusement, moi j'ai pas le temps d'aller sous-titrer tout ce que je peux raconter dans une vidéo, donc je suis obligé de me baser sur le sous-titre automatique. Eh bien, vous avez une fonction d'accessibilité dans Windows 11 qui permet de sous-titrer tout ce qui apparaît en termes d'audio à l'écran, et donc de vous permettre comme ça, si vous êtes soit déficient auditif, soit même si vous voulez une aide pour la compréhension de ce qui se passe, vous avez la possibilité de le voir en temps réel.
Donc vous allez directement dans la section audition sous-titres. Vous avez ici la possibilité de choisir un thème. Alors ensuite, vous choisirez où la barre doit apparaître. Donc par défaut, elle s'affiche en haut. Alors actuellement, vous voyez que c'est limité à l'anglais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas fourni par défaut sous Windows 11. Mais bon, étant donné que Bing et Microsoft sont déjà capables en temps réel de faire de la traduction et des choses comme ça, je pense que ça arrivera probablement même lors de la sortie officielle de Windows 11 22H2, vous aurez cette chose-là directement intégrée en français. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Donc vous voyez ici, vous avez le switch pack qui a été mis, qui est en anglais. On verra quand vous aurez la possibilité d'en choisir d'autres. Vous pouvez choisir aussi le style, donc vous pouvez modifier tout ça. Et vous pouvez même changer l'emplacement. Donc c'est flottant, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et si je prends ma vidéo, alors évidemment ici c'est du français. Donc moi j'en attends beaucoup de ce plugin-là. Alors bon, actuellement évidemment il ne fonctionne qu'en anglais, donc c'est très limité et ça sera quasiment inutile pour les gens qui ne parlent pas anglais. Mais bon, ça promet beaucoup de choses. Et si on va sur une vidéo en anglais, je voulais juste vérifier si ça fonctionne au cas où. Voilà, vous voyez ici que ça marche. Alors, ça a l'air de reconnaître la langue, puisque moi j'étais en français, et ça ne fonctionnait pas. Peut-être qu'il n'a pas su qu'il était en langue française, en tout cas il a vu qu'il n'était pas en langue anglaise, mais je pense qu'on peut en attendre beaucoup, parce que, à mon avis, ce genre de sous-titrage que vous pouvez complètement customiser en termes de position, mais aussi en termes de rendu. Donc vous pouvez changer le style, et vous pouvez vraiment le mettre pour que ce soit facile pour vous à exploiter, donc en termes d'opacité, en termes de taille de titre. Donc vous pouvez mettre quelque chose de très très gros si ça vous aide mieux à lire. Voilà, c'est quelque chose qui est très configurable, qui peut être flottant ou ancré. Et donc pour moi, c'est une fonction d'accessibilité qui est extrêmement utile. Ce que je peux pas vous dire, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une connexion internet permanente ou pas pour le faire fonctionner, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir ces sous-titres accessibles partout, quel que soit le contenu vidéo que vous regardez. Contenu vidéo ou même audio, puisque ça va ici vous mettre des sous-titres sur tout l'audio qui passe sur votre machine, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Dernière partie de cette vidéo, les applications. Les applications, on va commencer avec l'explorateur de fichiers. Alors vous le voyez, je vous l'ai annoncé dès le début de la vidéo, mais pas d'onglet dans l'explorateur de fichiers, toujours pas. C'est bien développé, vous en avez peut-être vu des captures d'écran ça et là sur internet, mais c'est que pour la version dev de Windows 11, et donc la version dev qui sera probablement la 23H2, donc dans un an. Donc il faudra attendre encore avant d'avoir des onglets dans l'explorateur de fichiers. Alors l'explorateur de fichiers, il y a quand même des trucs qui sont intéressants. En particulier, vous avez des favoris. Vous pouvez très facilement maintenant ajouter des favoris dans l'explorateur de fichiers. Si par exemple je veux que cette photo soit dans mes favoris, mes fichiers favoris, j'ai juste à faire clic droit, ajouter aux favoris. Je vais sur accueil, et vous voyez ici, j'ai bien l'image qui est en favori. Alors, favori, ça ne veut pas dire épinglé. C'est-à-dire ici, vous voyez, ça ce sont les épingles. Si vous voulez par exemple, alors qu'est-ce que je n'ai pas ici qui serait dans épinglé, ben, on va prendre un répertoire qui est là-dedans. Donc je vais aller dans images, image enregistrée, ici je vais l'épingler. Donc je choisis image enregistrée, je fais épingler accès rapide. Vous voyez ici, j'ai une épingle de ce répertoire. C'est pas un favori, c'est une épingle sur ce menu-là sous l'accueil. C'est différent de ce que je vous ai montré qui est vraiment le placer en tant que favori, qui est pour le coup plutôt pour un fichier, un document quelconque, qui se trouve ici. Par contre, ce que vous avez vu, c'est que ajouter aux favoris, ici, il est dans le menu avancé de Windows 11. Et moi, je vous ai fait une vidéo qui vous explique comment avoir directement ce menu-là qui est accessible. Mais je vais désactiver ça pour vous montrer. La vidéo dont je parle, c'est celle-ci, et vous aurez de toute façon en description de cette vidéo les différentes étapes pour faire le nécessaire. Donc vous allez dans Afficher plus ici, et vous avez les commandes. Donc moi, je vais désactiver ceci en faisant commande, une élévation de privilège. Je colle la commande dedans et je vais avoir le bon vieux menu contextuel de Windows 11. Donc je vais me rendre dans le répertoire dans lequel j'étais tout à l'heure, donc j'étais là, et je vous ai montré, je voulais mettre en favori par exemple cette photo-ci. Si je fais clic droit, vous voyez que j'ai le menu contextuel de Windows 11, alors il s'améliore puisque Microsoft rajoute dedans quelques petites entrées, donc ça le rend moins vide, mais vous voyez que j'ai toujours pas d'application du genre 7zip ou autre qui viennent s'ajouter dedans, hein. Les développeurs n'ont toujours pas eu le temps de faire le nécessaire, donc c'est un menu qui est incomplet. Et vous voyez apparaître ici, ajouter aux favoris, donc c'est l'option que je voulais vous montrer. Ici, ajouter aux favoris, qui est différent d'épingler, hein. Vous cliquez là, et cette deuxième photo, vous allez la voir, donc si je vais dans l'accueil, vous allez voir que maintenant j'ai 2 favoris. Voilà, donc ça vous permet de comprendre le principe des favoris, qui pour le coup est très configurable, donc ça j'aime bien l'idée, puisque c'est vous qui choisissez vraiment quelles sont les ressources que vous voulez mettre ici. C'est pas du tout comme ce menu démarrer ici avec des recommandations, où c'est pas vous qui dites « bah moi j'aimerais bien voir mes dernières photos, mes derniers fichiers de tel type, etc. »
où vous configurez tout ça. Là, ce sont vraiment des recommandations Microsoft. Vous n'avez pas la main dessus, et pour moi, ça fait panneau publicitaire. Donc c'est pas du tout sympathique en termes de productivité. Alors que là, c'est exactement ce dont vous avez besoin, soit pour travailler, soit pour vous divertir, peu importe. En tout cas, les ressources auxquelles vous voulez avoir accès rapidement. Et pour le coup, je trouve que ça marche franchement bien. Petit raccourci bien pratique, vous faites Shift, clic droit, et vous avez directement le menu historique contextuel de Windows. Alors que si vous faites un simple clic droit, et si vous n'avez pas évidemment appliqué la petite modification que je vous ai présentée dans une vidéo dédiée, eh bien vous accédez au menu contextuel moderne, on va dire, de Windows 11. Alors qui paraît pauvre, hein, mais il est pauvre parce que il est plus ouvert que l'ancien menu démarrer, beaucoup mieux pensé et beaucoup mieux extensible. Cependant, il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas encore eu le temps de faire le nécessaire pour aller s'intégrer dedans, et donc on se rend compte au final quand on l'utilise que la majorité des applications, même les applications natives Windows, je pense par exemple à VLC, j'ai l'application native VLC qui vient directement du store, du Windows Store en fait, et bien malgré tout elle n'est pas dans le menu contextuel classique. Donc vous pouvez comme ça très facilement, sans appliquer de modification, soit ouvrir le menu contextuel classique, soit avec un Shift clic droit, ouvrir le menu contextuel historique, et au final je trouve que c'est satisfaisant pour le coup. Certes, vous avez toujours affiché plus d'options qui est un petit peu pénible, si vous avez oublié dès le départ d'appuyer sur Shift clic droit, mais au moins vous avez une manière rapide d'aller directement à l'endroit où vous êtes sûr d'avoir les entrées du menu contextuel. Le dernier petit truc à vous montrer, et vous l'avez probablement vu si vous avez été attentif, c'est si on retourne dans Images, vous voyez qu'ici, il y a des dossiers maintenant qui contiennent des images, puisqu'ici c'est un dossier dans lequel j'ai mis exprès quelques images. Eh bien, ce dossier a maintenant une prévisualisation images. Alors si je zoome un petit peu en faisant CTRL molette, vous voyez qu'on voit bien dedans qu'il y a des photos. Alors, Microsoft a été très paresseux parce qu'à l'origine, le dossier était comme ça. Les utilisateurs leur ont dit de rajouter quand même des aperçus des fichiers qui se trouvent dedans en fonction du type de répertoire. Donc ici, c'est un répertoire d'images, donc un récapitulatif des images. Si vous comparez par rapport aux vieilles versions de Windows 10, même 8 ou 7, c'est très paresseux ce qu'ils ont fait, puisque vous voyez qu'ils ont fait les choses à moitié quelque part, ils ont mis une photo pour dire que dedans, il y a 7 photos qui se trouvent dedans. C'est pas une petite compilation des photos qui pourraient se trouver dedans, avec comme un petit livre qui s'ouvre ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment très succinct, très léger, c'est fait à moitié, mais bon, la moitié qui est faite, au moins, ça fonctionne bien. Dans l'explorateur de fichiers, vous avez aussi des intégrations plus avancées avec certains services de Microsoft, OneDrive entre autres. OneDrive qui propose maintenant directement ici l'icône et qui vous permet de suivre si vos fichiers sont synchronisés, l'espace qui vous reste, et aller le configurer. C'est typiquement la même icône que vous pourriez retrouver ici dans la partie barre des tâches, c'est juste qu'elle est intégrée directement dans l'explorateur de Windows 11, et c'est pratique si vous utilisez ce type de service. L'autre gros morceau, c'est quand on fait CTRL, SHIFT et échappe, autrement dit, on ouvre le gestionnaire des tâches. Le gestionnaire des tâches a été complètement revu pour Windows 11, puisque ce que vous voyez maintenant là-dedans, c'est la nouvelle implémentation pour Windows 11. Donc il n'y a plus l'implémentation historique avec le menu historique et tout ça. Vous avez ce gestionnaire de tâches avec les onglets à la sauce maintenant moderne de Microsoft, donc les onglets sur le côté, qui vous permet d'aller rapidement dans les différentes sections de l'application. Donc c'est exactement le même contenu, ou quasiment à peu de choses près, le même contenu que ce que vous aviez avant. C'est juste le visuel, on va dire, qui a changé. Donc vous pouvez plus facilement en fait vous en sortir puisque vous avez toute une ergonomie qui est maintenant conforme à Windows 11 avec les petits menus Windows 11, les rendus Windows 11 en termes de couleurs, etc. Je vous montre aussi, couplé pour le coup avec la personnalisation, que c'est compatible avec le thème sombre. Ça va plaire probablement à pas mal de personnes. Si vous choisissez un thème sombre, donc ici moi je suis en thème clair pour les modes d'application mais je peux passer en sombre, vous allez voir que cette application-ci, elle aussi, supporte le thème sombre, et le supporte d'ailleurs plutôt bien. Alors en thème sombre, évidemment, c'est l'accentuation que vous avez choisie, donc il faudra choisir peut-être une couleur d'accentuation un peu plus lumineuse pour bien voir la différence. Et de la même manière, tout à l'heure j'étais en thème clair, en thème clair j'avais choisi un gris. Quand la couleur est pas hyper appropriée, j'aurais aimé que Microsoft choisisse pour moi une couleur un peu plus appropriée. Ici vous voyez par exemple c'est un petit peu sombre, peut-être basculer le texte en blanc, en gras, je sais pas. Bon. En tout cas, ça prend en compte les accentuations, ça prend en compte votre thème clair ou sombre, et c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Alors, c'est pas nouveau en termes de contenu, puisque tout le contenu que vous aviez avant, c'est le même. C'est pas nouveau non plus en termes de vitesse d'exécution, j'ai pas l'impression que le fait qu'ils aient changé l'implémentation
améliorent ou réduisent les capacités du gestionnaire des tâches. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, voilà, vous avez un nouveau gestionnaire des tâches au goût du jour et conforme avec l'ergonomie générale de Windows 11. Une petite chose à aussi changer, c'est si vous faites ici imprimer, vous allez voir que cette boîte de dialogue qui vous permet de lancer l'impression a été remise au goût du jour. Donc à nouveau, ici on est dans une phase de cohérence de Windows 11 où les équipes essayent au maximum de se débarrasser de l'existant et de réimplémenter l'existant sur le nouveau standard, on va dire, des fenêtres, des interfaces graphiques de Windows. Donc ici pour Windows 11. Donc c'est pas révolutionnaire puisque c'est quasiment le même contenu, c'est juste que c'est mis maintenant au format Windows 11 standard. Et de la même manière, en plus de cette boîte de dialogue pour lancer l'impression, vous avez aussi, alors si je la retrouve parce que c'est toujours un petit peu galère, Bluetooth et appareil, imprimante et scanner, vous choisissez une imprimante, je vais prendre celle-là au hasard, vous avez la file d'impression, et la file d'impression, alors ici évidemment, j'ai pas d'imprimante, moi vous le voyez, hein, mon imprimante est en panne, et en plus donc j'ai des imprimantes PDF et tout ça, mais vous voyez que cette boîte de dialogue file d'impression a été refaite. Donc on a maintenant un rendu, un visuel qui est beaucoup plus conforme à Windows 11 dans son ensemble, même quand on lance une impression, et donc c'est assez pratique, et c'est pas inutile en soi, hein, ce genre d'évolution quand même, parce que derrière ça permet non seulement de faire évoluer plus facilement toutes ces interfaces-là, en les réunifiant, mais aussi ça permet de mieux supporter des options comme la saisie tactile. Donc vous voyez, si vous devez imprimer et que vous êtes avec une tablette ou directement avec votre écran tactile, c'est quand même plus facile sur des boutons qui ont été prévus pour, avec des grosses touches, enfin des grosses cases à cocher ou des grosses sélections, c'est quand même plus facile de venir sélectionner comme ça que de le faire à l'ancienne, on va dire. Au final, ça s'inscrit dans la même lignée que le gestionnaire des tâches, et vous voyez que ça rend le tout beaucoup plus uniforme et beaucoup plus cohérent. Donc c'est intéressant, mais par contre, il faut bien comprendre que pendant que les équipes de Microsoft développent ça pour Windows 11, elles travaillent pas sur d'autres choses, ou alors elles repoussent à plus tard le développement de choses que des gens pourraient attendre et qui manquent à Windows 11. Donc voilà, c'est réinventer l'existant sans pour autant combler les lacunes de la nouveauté. Voilà, moi c'est une balance qui est compliquée, je trouve, à gérer. Pour le moment, je trouve que Microsoft s'en sort mal, c'est-à-dire que j'aurais préféré même quitte à ne pas sortir tout de suite Windows 11, mais qui finalise au moins l'existence, c'est-à-dire Windows 10, en faisant tout ça dans Windows 10, et quand ils avaient fini, quand ils pouvaient dire enfin on a fini notre expérience utilisateur, là ils pouvaient passer à Windows 11 et réinventer la roue, faire des nouveaux menus démarrer, des choses comme ça. Moi je trouve que ça part malheureusement un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on a un petit peu du neuf partout, mais en même temps on garde du vieux aussi un petit peu partout. La situation va forcément s'améliorer, mais ça fait des années qu'on attend que ce soit fini sous Windows 10, donc j'imagine que ça va prendre encore des années dans Windows 11. Vous avez aussi, alors on le voit ici dans les suggestions, vous avez Clipchamp qui est proposé. Donc Clipchamp, c'est le logiciel de Microsoft pour faire du montage vidéo. On le voit ici, montage vidéo. Sauf que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce type d'outil, à part se faire de l'autopromotion et gagner de l'argent. Alors je sais plus exactement Clipchamp, c'est une acquisition Microsoft, mais je me rappelle plus le nom de la société d'origine. C'est peut-être d'ailleurs Clipchamp, tout simplement. Mais le problème, et d'ailleurs j'ai même pas envie de leur donner l'accès à mes données personnelles, le problème si vous voulez c'est que cette application est assez accessible en termes d'ergonomie, donc à peu près tout le monde pourra faire un court montage vidéo. Par contre, pour faire les exports, dès que vous voulez faire des exports dans des rendus, enfin des définitions un petit peu élevées, c'est payant, il y a des options payantes, et pour moi je comprends pas l'intérêt de proposer ce type d'application à des utilisateurs de Microsoft si c'est pour derrière les faire payer. Enfin je vois bien l'intérêt de Microsoft de faire payer un peu plus ses utilisateurs, mais je vois pas bien l'intérêt de l'introduire comme ça par défaut pour derrière vous inciter à payer. Donc moi je vous conseillerais de supprimer ce type d'application et de passer sur des applications gratuites qui fonctionnent tout aussi bien et qui vous demandent pas de mettre la main au porte-monnaie. De la même manière, vous avez Family ou Family Safety, qui est ce que je vous ai expliqué, c'est la gestion de la famille dans Microsoft pour toutes les machines, donc les machines fixes, les PC, les portables, les choses comme ça, mais aussi pour les machines très nomades, les smartphones et les tablettes. À partir du moment où vous êtes dans un environnement soit Microsoft, soit Android avec Microsoft Launcher, vous pouvez faire tout ce qui est indiqué ici, donc éventuellement même faire du traçage GPS. Je sais pas à quel point c'est bien ou pas de faire du flicage par exemple de vos enfants, mais bon, en tout cas, si ça se fait de manière assez discutée et qu'ils sont au courant, parce que j'imagine que le faire dans leur dos c'est pas top, mais en tout cas, vous pouvez très facilement suivre l'endroit où se trouvent les différents membres de votre famille. Donc ce sont des possibilités qui sont possibles, mais je vous le redis que si vous êtes dans un environnement soit purement Microsoft, des machines Microsoft,
soit Android avec Microsoft Launcher. Et là, vous pouvez piloter tout ça, et ça se fait vraiment très bien. Et entre autres, vous pouvez aussi définir des limites de durée d'utilisation, donc pour les jeux, les applications, les choses comme ça, même sur des smartphones Android, donc ça peut être vraiment intéressant. Deux dernières petites choses que je vous montre directement ici avec les paramètres de Windows. Mais bon, je pourrais juste vous en parler à l'oral, ça serait la même chose. Dans les propriétés de Wi-Fi, si vous regardez les sécurisations, alors je sais même pas où sont les parties sécurisation, ici vous ne pourrez plus vous connecter sur des réseaux qui sont quelque part presque non sécurisés, les réseaux web, qui sont des protocoles de sécurisation qui ont été craqués il y a très longtemps et qui ne proposent plus du tout aucune sécurité de connexion. Et donc ces réseaux-là ont été purement et simplement supprimés de la liste des réseaux possibles du Wi-Fi. Donc soit vous les basculez en réseau ouvert, et dans ce cas-là vous pourrez vous y connecter, soit vous les basculez sur du WPA, au moins, même si le WPA est déjà très peu sécurisé, ou encore mieux, comme j'ai ici, du WPA2, voire du WPA3. Vous voyez qu'ici je suis en WPA3 personnel, je suis sur du Wi-Fi 6, et donc je ne peux que vous conseiller ce niveau de sécurisation qui est au goût du jour, du WPA3, sinon du WPA2 relativement sécurisé, ça peut faire l'affaire aussi. La dernière chose, c'est dans la partie compte, qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, et j'imagine que Microsoft va l'imposer, alors j'ai pas de moyen de vous le montrer, mais vous serez obligé, que ce soit dans une édition famille, donc Home, ou dans une édition Pro de Microsoft Windows 11, vous serez obligé d'avoir un compte Microsoft attaché à votre machine. Vous ne pourrez plus avoir de compte local, ou en tout cas vous ne pourrez plus le faire de manière native et facilitée. Il faudra aller bidouiller si vous voulez avoir une machine avec un compte local. Maintenant, il faut un compte Microsoft, quel que soit le type de déploiement que vous faites. Sur du Windows Home, c'était déjà le cas, et c'était déjà pas top, mais sur du Windows Pro, je crois que c'était pas encore le cas, et maintenant ça devient le cas, et c'est franchement dommage. Pour finir, deux petits liens si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de Windows 11 22H2, parce que ma vidéo va être très longue, mais pourtant elle sera pas complète, malheureusement, parce que si je voulais qu'elle soit complète, il faudrait, je sais pas, 1h30 ou 2 heures de vidéo pour vous montrer tous les petits points qui ont changé. Donc c'est beaucoup plus facile dans un blog à l'écrit. Donc en particulier dans lecrabinfo.net, vous avez un article qui est relativement complet, surtout remis à jour avec toutes les nouveautés de Windows 11 22H2. Donc vous pouvez le consulter, il y a quelques captures d'écran, un petit sommaire qui vous permet très facilement de naviguer. Et dans Pure Infotech, alors Pure Infotech qui fait des vidéos sur YouTube, je suis pas un très grand fan du type de contenu qu'il fait. Mais bon, ici, vous avez un article qui est relativement bien fait et puis qui synthétise quand même les différentes évolutions dans Windows 11. Ça vous permettra de voir aussi une partie de ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo-ci. Puisque il y a des choses qui sont dans un site qui ne sont pas dans l'autre. Voilà, c'est compliqué vraiment d'avoir une vision exhaustive de toutes les fonctionnalités mises à jour. Et je pense qu'il faudra attendre, sûrement sur le blog officiel de Microsoft, la publication du changelog exhaustif de Windows 11 22H2 pour avoir vraiment une bonne vision de tout ce qui a changé, même dans le détail. Ce que je vous l'ai dit, ça va de l'icône qui a changé ici en barre des tâches, à un comportement quand vous donnez un petit coup de molette sur une icône. Donc ça va vraiment dans le détail, c'est très compliqué d'avoir une liste très complète de tout ça. Donc moi je vous ai montré ce que je juge être intéressant pour une utilisation au quotidien, et encore, j'utilise pas tout. Voilà en ce qui concerne le tour d'horizon de Windows 11 22H2, donc plein de petites nouveautés, et pas que des petites choses, puisque vous le voyez, comme le gestionnaire des tâches par exemple, c'est des grosses refontes de Windows, avec vraiment le redéveloppement de choses qui existent déjà, donc des choses qui coûtent du temps aux équipes Microsoft et qui leur empêchent forcément d'aboutir sur des choses qui sont aussi en attente par les utilisateurs de Windows 11. Donc forcément, il y aura des déçus, comme moi, puisqu'il y a des choses qui ne verront pas le jour encore en 2022, et donc malheureusement Windows 11 reste, et c'est la conclusion pour moi, ça reste un système d'exploitation qui n'est pas abouti. C'est-à-dire que déjà en 2021, quand il est sorti, je le trouvais pas abouti, dans le sens, il est fonctionnel, mais toutes les fonctionnalités sont pas encore en place, par rapport à Windows 10, en particulier pour les habitudes de Windows 10. Eh bien, si vous avez ces habitudes-là, vous ne pourrez toujours pas les transposer dans Windows 11. Il y a encore des choses qui n'existent pas, ou qui ne sont pas possibles, ou qui sont plus difficiles à faire dans Windows 11. Cependant, il faut quand même reconnaître que par rapport à la version de l'année dernière, la situation s'améliore grandement. C'est une belle étape, je pense, en avant, et Windows 11 devient de plus en plus intéressant à utiliser. En tout cas, moi, j'utilise, et c'est très agréable à utiliser, il n'y a pas de soucis particuliers, et toutes les petites améliorations sont les bienvenues. Il n'y a pas de truc que j'ai trouvé vraiment embêtant dans ces dernières mises à jour, à part évidemment la nouvelle politique de Microsoft, de toujours pousser en avant ces solutions et de pas faciliter la vie
aux solutions alternatives, ce qui est vraiment dommage, puisque pour moi c'était le gros intérêt de Windows, c'est d'en faire votre système d'exploitation, et donc de l'adapter à vos besoins. En tout cas, donc vous reverrez Windows 11 sur ma chaîne. Déjà, si la version 22H2 est réadaptée, change un petit peu, je referai une courte vidéo pour refaire le point, et puis de toute façon, ça reste le système d'exploitation d'une de mes machines principales, donc c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, et donc dont je reparlerai s'il y a des choses intéressantes à évoquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.